scène, de se dire tiens, il y a quelqu'un qui répond à des suggestions, répond à une autre personne et fait des choses un peu étranges sur la scène. C'est souvent l'une des premières images qu'on a de l'hypnose. Pour faire beaucoup de ce qu'on appelle de l'hypnose de rue, quand je vais dans la rue demander aux gens bonjour, est-ce que tu connais l'hypnose? Ils me regardent avec des yeux comme ça, elle me dit non, je ne veux pas te parler avec toi, tu vas me rentrer dans ma tête. On a l'impression que l'hypnothérapeute, l'hypnotiseur, en fonction de ce qu'il fait, est quelqu'un qui a un pouvoir. Sauf qu'on n'a pas de pouvoir. Mais au départ, tout le monde a cette idée-là. Tout le monde se dit waouh, l'hypnose, c'est quelqu'un qui a un pouvoir sur une autre personne et qui lui fait faire des trucs incroyables. La seule personne qui est incroyable dans l'hypnose, c'est le patient. C'est le sujet, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est le terme qui est utilisé souvent en hypnose de scène. C'est la personne qui va vivre l'expérience hypnotique. Le pouvoir, il est lié au subconscient. Donc je vais définir un petit peu ce qu'est le conscient, le subconscient, l'inconscient. Sachant qu'en hypnose hellmanienne, on a des sémantiques qui sont un peu différentes d'une hypnose qui est plus connue, surtout en France, qui est l'hypnose ericksonienne. Donc, en hypnose ericksonienne, on parle souvent d'hypnose comme étant un état modifié de conscience. Pour moi, hellmanien, ça ne veut rien dire. Je ne comprends pas cette phrase-là. Maintenant, on peut l'expliquer, mais je ne la comprends pas. En hypnose hellmanienne, on part du postulat que l'hypnose est un état. Donc déjà, un état, dans le monde de l'hypnose, il y a beaucoup de questionnements sur ce qu'est un état. On admet ce postulat de départ, c'est un état dans lequel il y a une communication entre le conscient et le subconscient. On arrive à cet état-là par le contournement du facteur critique. Donc là, ça fait plein de mots d'un coup. Donc qu'est-ce que le conscient? Le conscient, et là je vous donne vraiment la notion hellmanienne, parce que si vous avez étudié de la psy, si vous avez étudié d'autres mêmes systèmes d'hypnose, on ne parle pas toujours de la même chose. Donc nous, dans notre courant, le conscient, c'est tout ce qui est mémoire à court terme. Ce que vous avez fait avant de venir, ce que vous avez fait dans la journée, c'est dans votre conscient. C'est également tout ce qui est aspect logique de votre vie, tout ce qui est cohérent, tout ce qui va être la démarche intellectuelle qui va créer une notion rationnelle à ce qui se passe. Notre ami le conscient a une force qui est géniale, qui est de donner une raison rationnelle à tout. Exemple qui nous arrive parfois, malheureusement, on a un accident quelconque, on va quand même trouver le moyen de se trouver une excuse rationnelle sur ce qui s'est passé. J'étais fatigué, j'étais pas concentré, je pensais à autre chose, j'avais mal aux pieds, on m'a dit quelque chose qui m'a blessé, etc. Ça va être une notion où on a besoin de rationaliser. Pourquoi? Pour garder une forme de cohérence avec nous-mêmes. Et tout ça, ça se passe dans le conscient. C'est le conscient qui nous donne cette envie que ce soit logique et rationnel. C'est pour ça que notre nature humaine, elle veut toujours avoir quelque chose de rationnel. C'est par cet aspect du conscient. Le subconscient, je le différencie de l'inconscient. L'inconscient, je reviendrai juste après derrière. Le subconscient, c'est l'ensemble des mémoires à long terme. Donc, on estime en hypnose hellmanienne, en hypnose de manière générale, après vous verrez qu'il y a même des hypnoses plus ésotériques qui remontent plus loin, que toutes les mémoires sont dans notre subconscient et qu'on peut se souvenir potentiellement du premier jour de notre vie. D'accord? Certaines personnes, dans une hypnose plus ésotérique, donc après, selon vos croyances et les symboles que vous avez par rapport à ça, estiment même qu'au travers du subconscient, nous sommes capables de retourner dans des vies antérieures, ce qu'ils appellent des régressions en vie antérieure. Après, c'est de la symbolique, on prend ou on ne prend pas. Il y a également toutes les émotions. L'ensemble des émotions de notre être, pour l'hypnose hellmanienne, est basé dans le subconscient. Donc, tout ce que l'on va vivre émotionnellement se trouve dans cet axe-là. Et quand vous ressentez quelque chose, c'est pas votre conscient qui est en train de se dire « Tiens, je suis content. Tiens, j'ai peur. » Ça vient spontanément. C'est pas quelque chose qui est logique, qui est analytique. Donc c'est pas dans le conscient. C'est dans le subconscient. Troisième chose, c'est un outil qui nous permet de garder une forme d'homéostasie, c'est-à-dire d'équilibre de notre être, d'un point de vue psychique. C'est-à-dire qu'au pire moment
de votre vie dans une maladie ou dans un malaise quelconque, le subconscient permet d'être en optimum dans la pire des situations, de garder un équilibre potentiel de bien-être dans votre personnalité. Sinon, la plupart du temps, on arriverait plutôt vers des psychoses, où là, on est complètement... on passe un seuil où notre psyché n'arrive plus à gérer. Donc souvent, on part plus sur des très lourdes névroses ou de la psychose. Donc, tout ce qui va être subconscient a un rôle de communication avec le conscient. Le problème, c'est qu'on est incapable. On apprend petit à petit à le faire, mais on a beaucoup de mal à l'écouter, à s'écouter. Regardez le nombre de fois où vous sentez que c'est pas le truc à faire, mais vous le faites quand même. Pourquoi? Parce que vous vous êtes engagé, conscient. Parce qu'on vous a dit que c'était bien, conscient. Le conscient va souvent diriger votre vie et dire non, ce que je ressens là, c'est pas bon. On parlait tout à l'heure de se nourrir, de manger. Il y a des choses où on sait consciemment que c'est pas bon. Et ben, on va quand même le manger. Ou, inversement, le subconscient nous dit ça ne prend pas. Ouais, mais j'aime quand même beaucoup. Ça ne prend pas. Ouais, on mange, puis à la fin, on dirait j'ai trop mangé. Ou j'ai mal au ventre. Ou je suis pas bien. Il vous a prévenu, mais nous, on ne sait pas s'écouter. En tout cas, on n'a pas appris, ou on ne sait plus le faire. Plus facilement. Après, il y a plein de méthodes qui nous permettent de le faire. Enfin, il y a l'inconscient. Donc l'inconscient, nelmanien, ils sont super basiques dessus. Ils disent, c'est ce qui fait fonctionner notre corps. Les battements du cœur, tout ce qui est physiologique, ils estiment que c'est dans l'inconscient. D'accord ? À partir de là, il y a un point essentiel qui est vraiment typique, qui est le facteur critique. Le facteur critique, il se trouve entre le conscient et le subconscient. Initialement, Kain, donc un élève d'Hellman, explique que c'est juste une barrière. Une forme de barrière qui empêche justement la communication entre le conscient et le subconscient. Cette barrière fait que, elle vous protège. Elle vous protège tout bêtement que ce que je vous dis là maintenant, ça ne devient pas une réalité pour vous. En gros, que l'information que vous allez recevoir de l'extérieur, par un stimuli, que ce soit visuel, auditif, kinesthésique ou autre, ne devienne pas une suggestion réaliste pour vous. C'est-à-dire qu'elle ne s'engramme pas automatiquement dans votre subconscient. Elle est là pour, justement, analyser, permettre de se dire, est-ce que je prends pas, est-ce que ça me parle ou ça ne me parle pas. Initialement, le facteur critique, il estime que c'est juste une barrière. Moi, avec le temps, et puis avec d'autres lectures et d'autres rencontres, je suis parti sur l'idée qui a été reprise que j'ai reprise de Jon Kappa, donc qui est un hypnotiste américain strictement inconnu en France, qui est pourtant très connu, mais que dans l'ouest des États-Unis. Un gars, on le connaît que là-bas. Il a émis l'idée que le facteur critique n'est pas qu'une barrière, mais un sas. Comme un sas de sécurité. Un sas qui aurait 3 fonctions. On va avoir l'idée qu'une information qui vous arrive dans le conscient va automatiquement passer dans ce sas, et soit si elle n'est pas cohérente, pas logique, ou qu'elle ne répond à aucune des valeurs que vous avez, va être rejetée et va revenir vers le conscient. Ce qui va permettre à ce moment-là de poser une question, d'aller trouver de l'information, en gros jouer le rôle du conscient et de se dire « Ok, qu'est-ce qu'on vient de me dire ?» Là, je vous donne des infos, il y en a, ça va rentrer dans le sas et ils vont se dire « Non, ça ne me parle pas ce qu'il me dit, je vais poser une question. » D'accord ? Après, la deuxième fonction, c'est éventuellement, si j'ai un fichier à l'intérieur de mon subconscient qui a déjà le même type d'information, en gros, je trouve une corrélation, une correspondance, le facteur critique va être simplement un sas où il va checker, voir, je connais, c'est acceptable, acceptant par rapport à mes convictions et à mes valeurs. Et dans ce cas-là, pouf, je laisse rentrer dans le subconscient et ça va nourrir ce que j'ai déjà en mémoire long terme. Et la troisième fonction du facteur critique, c'est de le laisser momentanément. Vous savez, quand vous avez plein d'informations, vous êtes saturé d'infos, et que d'un coup vous êtes en train de vous dire « j'y penserai plus tard » ou « je reviendrai dessus ». Vous n'êtes pas tout de suite en train de vous dire « il me faut de l'information maintenant », donc ça ne revient pas tout de suite dans le conscient. Vous n'êtes pas en train de dire « ok, je valide ce qu'il a dit, c'est ok, ça me parle ». Vous êtes dans un truc où vous dites « plus tard ». Et on le voit beaucoup quand on fait des études ou quand on étudie. On apprend de nouvelles choses. Quand on a cette forme de saturation qui arrive, et on se dit « oh, c'est bien, je repenserai à ça plus tard, laisse-moi digérer ». Cette digestion, elle se fait dans le facteur critique. D'accord ?
Ça va là, ces points-là? Conscient, subconscient, facteur critique? Je vous ai... Ouais. C'est l'inconscient en fait que j'ai pas... L'inconscient, c'est tout ce qui est physiologique en fait. Donc ça va être tout ce qui va être fonctionnement du battement du cœur, du sang, etc. C'est juste ça. C'est très très peu utilisé en hypnose hellmanienne. Hormis un état de profondeur, on en parlera un peu plus tard, qu'on appelle les ultras. Parce que c'est pas du tout en fait le même concept que dans d'autres Du tout. théories. Non. Non, non, ils ont vraiment... la plupart du temps, en hypnose, déjà, on ne parle pas de subconscient. On parle d'inconscient. Et si après on prend des notions plus freudiennes, on parle de préconscient. Il y a d'autres notions. Là, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment les théories purement hellmaniennes. D'accord. Ok, alors, bon, c'est très bien, ça fait plein de mots. On doit contourner le facteur critique pour lier le conscient et le subconscient pour qu'il y ait un phénomène qui se passe. Ce phénomène qui se passe, ça s'appelle une transe. La transe, c'est ce moment où il y a un dialogue entre ces deux parties de nous-mêmes. D'accord? Donc souvent, vous allez entendre parler de transe hypnotique. Votre partenaire est rentré dans une transe hypnotique. Mais les transes, on en vit au quotidien, et pas simplement quand on va voir un hypnotiste ou quand on va voir un hypnothérapeute. Des transes, c'est quelque chose que vous vivez tous les jours de votre vie. Donc il y a souvent une question qui est, mais est-ce que je peux rentrer en hypnose? En gros, la question est, est-ce que je peux vivre des transes? Donc bonne nouvelle, tout le monde rentre dans des transes depuis que vous êtes né. Tout le monde. Parce que la transe, c'est pas quelque chose de magique, on revient à cette notion-là. L'hypnotiste ou l'hypnothérapeute n'a aucun pouvoir sur vous, il ne fait rien de magique. Il exploite une capacité naturelle que vous avez de descendre dans des transes. Les transes étant communication entre le conscient et le subconscient. Alors, vous le vivez depuis que vous êtes né. Par exemple, et le plus simple des transes, et je connais personne sur Terre qui ne rentre pas dedans, c'est avoir les yeux dans le vague et penser à autre chose pendant que quelqu'un parle. Se dire, ah tiens, on part quelque part. Et on a toujours des personnes qui sont comme ça en train de regarder et faire. Même avec des personnes où on est super bien, mais on n'est plus là. Ça, c'est une transe très légère, mais c'est une communication que vous avez avec votre subconscient à ce moment-là. Vous avez conscience de ce qui se passe, et pour autant, vous n'êtes pas pleinement dans l'instant avec la personne. Donc ça, c'est un phénomène que tout le monde a vécu. Et c'est un niveau de transe. Il y a d'autres manières de vivre et de voir les transes qui sont tout aussi simples et communes, comme par exemple, ce qui est très courant et qu'on donne comme exemple en hypnose, qui s'appelle les transes d'autoroute. Si vous conduisez, vous vous rendez compte qu'il y a des moments, surtout quand il y a quelqu'un à côté, que vous roulez, vous faites des bornes, des kilomètres et des kilomètres, et que vous ne vous rendez pas compte du nombre de kilomètres que vous avez fait. Parfois vous dites, tiens, il ne reste plus que 25 bornes, il ne me reste plus que 30 minutes à faire, alors que vous aviez 200, 300 kilomètres à faire. Parce qu'à ce moment-là, votre subconscient, il était en train de vous faire vivre quelque chose, soit au travers du dialogue, mais vous n'avez plus du tout la conscience de dire je conduis, j'ai mes mains sur le volant, je regarde bien, hein, je suis en train de freiner, j'accélère, j'ai ci, j'ai ça. Non, tout se fait naturellement, tout est fluide. Parce que vous êtes dans une transe. Et d'ailleurs, vous remarquez que souvent, les gens qui sont habitués à conduire, on a l'impression qu'ils sont loin, ils sont même plus là. Parfois, quand on parle avec, ils ne nous écoutent pas, ils sont dans leur monde. Mais ils ne sont pas en train de se dire, tiens, je suis en train de conduire. Ils sont dans une transe. D'accord ? Ça aussi, tout le monde en vit. Parfois, on le vit dans le métro de manière pas très chouette. Du genre, on est là et d'un coup, on se dit, mais c'est ma station. Et on se lève et on court pour descendre. Parce qu'on était loin. Souvent, on dit, ah, je suis pas ici, j'arrive pas à me connecter. Je suis où ce matin, je suis à côté de mes chaussures. Bah, c'est une autre manière de vivre une transe. D'accord ? Donc, les trans, vous en vivez au quotidien. Un autre exemple très classique, mais qui a de l'intérêt pour nous, c'est cette notion de... on s'achète une nouvelle paire de chaussures. Alors c'est plus pour les publics féminins qui s'achètent une super paire de chaussures qu'elle a regardée en vitrine pendant des jours et qui enfin elle se l'achète. Elle a une soirée, elle va la mettre, sa paire de chaussures, elle la met et elle fait mal aux pieds, la paire de chaussures. Mais elles sont belles. Donc on doit quand même aller en soirée avec nos chaussures. Et pourtant, pendant la soirée, si vraiment on se marre bien, je mets bien le contexte de si on se marre bien, qu'on commence à danser, qu'on se fait plaisir, là, à ce moment-là, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, plus de douleur. On pense même pas à ses chaussures, on est bien. Par contre, dès qu'on sort de la soirée, là, on fait comme ça. On rentre, on a mal, on n'est pas à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'on a repris conscience, on est sorti de notre transe, de bien-être, de bonheur, de joie, d'échange, et on est retourné vers du conscient. Aïe, ça fait mal. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle une analgésie
voire éventuellement une anesthésie. Momentanément, la douleur n'a pas parlé à mon conscient. Je n'avais pas conscience d'avoir mal. Chose qui est extrêmement intéressante pour l'hypnose, parce que vous avez certainement entendu parler des hypnosédations ou des hypnoanesthésies. C'est-à-dire, je peux vivre une opération en étant anesthésié juste par de l'hypnose. Donc par un état de transe qui me permet de ne pas avoir de douleur. En gros, la communication entre mon conscient et mon subconscient offre une directive qui est « Mon ami, on va être bien synchronisé aujourd'hui, je vais bien t'écouter et la suggestion que je te donne, c'est tu n'as pas mal. Et tu te sens bien et tu vis autre chose. » Ça, tout le monde peut le faire. Vous l'avez tous vécu. Tout le monde a vécu une micro-anesthésie, genre on se tape quelque part, on fait pas attention, on rentre chez nous puis on voit qu'on a un bleu. Et bah, parfois on regarde notre corps, on fait mais où est-ce que je me suis fait ça? C'était des petites anesthésies. Et ce qui est drôle, c'est quand on commence à y penser, on se dit ça fait mal. Je suis pas... Vous êtes anesthésié. Et on le vit tous. Donc l'hypno, alors là en l'occurrence, les seuls qui ont le droit de le faire, c'est les médecins et les infirmiers. Les autres hypnos, vous oubliez, ils n'ont pas à le faire dans un bloc opératoire. Vous entraîne simplement dans une transe que vous avez connue. Imaginez un enfant qui s'éclate la tête tout le temps en train de tomber. Très souvent, il ne pleure pas. Alors qu'il a parfois des grosses, potentiellement des douleurs. Nous, on aurait eu ça, on conscientise, on dit ça fait mal, on aurait eu mal. L'enfant, si on lui dit tout va bien, on le nettoie, on lui fait un bisou magique. On ne sait pas pourquoi, ça va. Parce qu'un enfant, il est en transe tout le temps, jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans. Il n'y a pas de facteur critique. Vu qu'il n'y a pas de carte du monde au préalable, il n'y a pas de facteur critique. Je ne sais pas ce qui fait mal, je ne sais pas ce qui fait du bien, je ne sais pas ce qui... Tu me donnes, c'est toi papa, toi maman qui me donne les choses. Je te donne la carte du monde potentiel de ton subconscient. D'accord? Donc, on peut avoir, tout le monde peut le vivre, même si je sais très bien qu'il y a plein de personnes qui, si on vous propose demain pour une opération assez lourde, de vous dire, on ne va pas vous mettre quoi que ce soit dans le corps, mais simplement avec de l'hypnose, vous allez vous sentir bien, le 3/4 va dire non, j'y ai pas confiance. Alors qu'au bout du compte, c'est juste, j'ai confiance en moi. Sauf qu'on ne nous a jamais appris à avoir confiance en nous par rapport à ça. D'accord? À savoir que quand il y a de plus en plus de dentistes qui le font aussi, donc c'est plutôt chouette comme notion de se dire, parce que l'anesthésie, on est comme ça pendant une demi-journée, c'est pas super agréable. Et vous pouvez très bien le faire, soit au travers d'un dentiste qui le fait, soit en travaillant en auto-hypnose, on reviendra plus tard. Mais avec de l'auto-hypnose, on peut très bien se dire, ok, là j'ai plus de douleur, vis sa séance, ressortir, et il n'y a pas de problème. Donc au départ, on a un peu peur, hein. On est tous pareils. Mais quand ça marche, on est content. Ok? Donc, l'hypnose est un état naturel. Ça, c'est chouette. La transe, c'est un état naturel. C'est tout aussi bien. L'idée, c'est que vous pouvez y retourner pour différentes raisons. Vous pouvez y retourner soit naturellement parce que une conversation ou quelque chose vous dérange et vous allez partir très loin, soit ça ne vous intéresse pas et vous allez très loin. Si on reprend l'hypnose ericksonienne, Erickson avait une qualité, parfois, excusez l'expression, mais d'emmerder profondément ses patients en racontant n'importe quoi. Si je vous parle pendant 25 minutes de mon chihuahua, je vous assure que tous ici, vous allez penser à autre chose. Et pendant ce temps-là, vous partez dans une transe, qui ne va pas être une transe hyper ouverte à ce que je raconte, hein, mais qui sera une transe quand même. Donc à partir du moment où vous savez que vous rentrez dans des transes, après, le but d'un hypno, qu'il soit de scène ou en thérapie, c'est d'exploiter la transe que vous avez dans un but cohérent, qui va être un partage pour aller vers quelque chose de bon, positif et juste pour vous. Est-ce que ça va pour l'instant? Ok. Donc, qu'est-ce qui fait? Une des grosses spécificités de l'hypnose hellmanienne, c'est le côté direct. En hypnose ericksonienne, on a tendance à avoir une hypnose dite indirecte. Donc c'est très beau, c'est très fin, c'est très subtil. Mais, alors là c'est purement mon point de vue et de pas mal d'hellmaniens, c'est pourquoi je vais faire de l'indirect alors que tu viens dans mon cabinet, me payer une séance, payer 80 € et me dire bon maintenant je vais contourner ton facteur critique sans que tu t'en rendes compte et que tu saches même pas que tu étais en hypnose. Nous, en hypnose hellmanienne, on n'est pas tout à fait d'accord. Tu viens chez moi, tu es d'accord pour travailler. Une des spécificités chez nous, c'est que vu qu'on a une hypnose directe,
c'est qu'il y a un deal de départ. Et le deal de départ, c'est tu fais 50% du job, je fais 50% du job. Si tu n'as pas envie de bosser, tu sors. Et ouais, c'est très impliquant comme forme de thérapie. C'est-à-dire, t'as pas envie de bosser, je respecte, mais va faire autre chose. Parce que moi, tu me fais perdre mon temps. Et toi, tu n'avanceras pas. Et si c'est pour après que tu sortes et que tu fasses de toute façon l'hypnose, ça ne marche pas sur moi, ça ne m'intéresse pas. L'hypnose, c'est ton hypnose. Moi, je suis juste là à t'entraîner, à t'ouvrir des portes. Est-ce que tu es prêt à les ouvrir? Oui ou non, mais c'est ton choix. Donc, dans le postulat de départ, on est déjà très différent. On estime vraiment qu'on n'a pas à être permissif, c'est-à-dire à faire une hypnose qui va être indirectement cachée pour que la personne n'ait pas de résistance potentielle. Parce qu'on estime que la résistance potentielle, c'est une prise de conscience aussi. Si quelqu'un me dit « Ouais, mais moi je sens que ça va pas, mais qu'elle n'a pas vraiment envie d'aller bien. » Parce qu'il y en a plein, ce qu'on appelle des bénéfices secondaires en hypnose. J'ai plein de bénéfices et j'ai pas envie d'aller mieux que ça. Si je te fais de l'hypnose en direct, en partant du postulat que je vais te proposer des suggestions dans un état de transe qui vont permettre un changement, mais que derrière tu n'es pas dans la même démarche que moi d'aller vers quelque chose de positif, on a de fortes chances que les bénéfices secondaires supplantent la séance et dans ce cas-là, effacent la majeure partie des changements qui ont été proposés. Pourquoi? Parce que la prise de conscience du changement n'est pas acceptée. Je ne dis pas du tout que ça ne marche pas, hein. C'est simplement, on part vraiment de l'idée, en hypnose hellmanienne, que le patient qui vient est responsable de sa séance. Si la personne ne veut pas ou a des résistances, il n'y a pas de problème. Ouais, j'ai peur de descendre en transe. Oui, ça, j'ai pas envie de le travailler. Eh ben, je vais simplement te poser la question, qu'est-ce qu'il y a comme problème par rapport à ça? En hypnose hellmanienne, on tente tout le temps d'avoir un état de dialogue. Donc, c'est une hypnose où on est constamment en train de parler. On est tout le temps en train de voir ce que le partenaire est en train de vivre. Vu que c'est pas moi qui crée quoi que ce soit, je suis obligé constamment de checker, c'est-à-dire de voir où en est la personne. Ok, là, dans quelques instants, tu vas descendre 10 marches. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu respires profondément. Où est-ce que tu te trouves? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu observes? À quel moment de ta vie tu es? On me pose des questions. Je vois rien. Ok, allume une lumière. Ok, qu'est-ce que tu vois? Quelle est la première idée qui te vient? Quel mot te vient? Et on est beaucoup dans une démarche très directe à impliquer la personne dans sa démarche, sachant qu'il va être dans une transe. La transe étant la communication vers le conscient et le subconscient, donc il va avoir davantage de facilité à observer, voir, percevoir. Et on va avoir beaucoup de rapports symboliques. Il y a des personnes, en revenant sur des problématiques, qui vont donner des symboles. Ah bah je sais pas, j'ai l'impression que je suis un aigle qui vole. Ok, cool. Qu'est-ce que c'est pour toi un aigle? Comment? Et on pose des questions. Je ne suis pas en train de faire une histoire métaphorique. Même si je vais utiliser de la métaphore, je ne vais pas poser mon patient et dire « Bon bah voilà, maintenant, tu respires profondément. Et tu imagines un écureuil qui court. » Et on commence à faire une petite histoire où l'écureuil est la personne avec sa problématique, que je vais commencer à effacer, etc. Ce qui marche très bien, mais qui pour moi est non impliquante. Non impliquante dans le sens où je ne suis pas en train de voir avec toi tout ce que tu es en train de vivre. Donc je suis en train de supposer, potentiellement, que ce que je suis en train de te proposer comme suggestion est bonne, juste et positive pour toi. Mais j'en sais rien. Ça se trouve, tu détestes les écureuils. Non mais... Ou ça se trouve... exemple tout simple. En hypnose, très souvent, on a l'impression que l'hypnose, il faut descendre. Bon, bah ok. Donc tu descends. Et moi, j'ai eu un patient qui me fait « Ouais, mais j'aime pas descendre. » Bon, il avait une phobie X ou Y par rapport à la descente. Bah, si je lui avais pas demandé, au moment où son body language, où il y a quelque chose, je sens qu'il y a un blocage, bah, j'aurais fait toute ma séance en faisant « Et tu vas de plus en plus profondément. » Le mec, il dit « T'es gentil, mais ta séance, tu ressors, même si ça n'avait rien à voir avec ce type de problématique-là, il ressort pas très rassuré. » Donc, on est constamment en train de voir, d'écouter, d'entendre. Et à partir de là, l'état de transe permettant une hyper-suggestibilité, c'est-à-dire une réponse forte et puissante à des suggestions proposées par le thérapeute, suggestions acquises et admises par le partenaire, c'est-à-dire le patient. En gros, si je dis, là maintenant tu vas te sentir
De mieux en mieux, tu vas respirer et sentir que cette confiance rentre petit à petit à l'intérieur de toi et tu sens cette force monter. Bah, on check avec la personne, est-ce que ça te va? Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu es bien? Si la personne me dit, ouais, mais non, je sens pas la confiance, ok. Qu'est-ce que tu ressens? Voilà, j'ai plutôt peur. Peur de quoi? Et là, on commence à travailler. On est tout le temps en train de voir si on n'est pas en train de faire d'erreurs. La plupart du temps, l'hypnose, on a toujours l'impression, et c'est ça qui fait parfois que l'image un peu magique de l'hypnose, genre, ah, l'hypnose, je vais venir à une séance et puis il va me virer mon problème. Mais non, on peut virer un problème vite, mais c'est du symptomatique. Il y a deux choses en hypnose thérapeutique. C'est l'hypnose symptomatique, qu'on vous vend à toutes les sauces en ce moment. Arrêtez de fumer en une séance, perdez du poids en 2 séances, vous avez des phobies, en 30 minutes, je vous l'enlève. Ouais, super, cool. Je vous vends quoi là? Je vous vends un truc, je vous mets un patch. Une chance sur 2 que ça marche, peut-être un peu plus, on a des bons pourcentages, mais derrière, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai mis un patch, la vie est belle, super. Ou on a l'hypnoanalyse. Alors là, il faut se poser et on va prendre un peu plus de temps. Et on va savoir qu'est-ce qui a fait que tu as fumé. Qu'est-ce qui a fait que tu continues à fumer? Qu'est-ce que tu aimes dans la cigarette? Où est-ce que tu fumes? Avec qui? Comment? Qu'est-ce que ça t'apporte? Quelle est la dernière fois, le dernier plaisir que tu as eu avec une cigarette? Et on commence à reposer des questions. Et on n'est plus en train de mettre des patchs, on est en train de chercher. Aujourd'hui, l'hypnose symptomatique, c'est vous dire, bonjour, venez chez nous. Et bon, bah, c'est cool si c'est pour une opération, il vaut mieux être symptomatique. Hein. Vous avez mal, on va vous éviter d'avoir mal, là, on va jouer sur un symptôme, la douleur. Mais si c'est des maux chroniques, une douleur chronique, si je vous dis à la fin de la séance, vous allez vous sentir bien, léger, etc. Et une semaine, 2 semaines, 1 mois plus tard, votre douleur, elle revient. À quoi ça a servi que je vous mette un patch? Hormis vous dire, vous avez vu, je suis fort. Je vous ai calmé votre douleur alors que ça faisait 20 ans que vous aviez mal. Mais on s'en fout, ça revient. L'idée, c'est de bien voir qu'il y a 2 formes d'hypnose. Si vous cherchez des hypnos, observez tout le temps et voyez votre motivation. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche quelque chose de ponctuel, qui peut très bien fonctionner, hein. Ou je cherche quelque chose qui va aller plus dans le fond. La problématique qu'on a avec l'hypnose, c'est qu'on a oublié que c'était une thérapie brève. Mais thérapie brève dans le sens premier du terme, c'est-à-dire ça peut durer 3 ans. Et là, 3 ans, on fait, ça fait long. Mais une analyse, ça peut durer 15 ans. Donc déjà, on est vachement plus bref. D'accord? Maintenant, on n'a pas aussi les mêmes dynamiques et les mêmes manières de fonctionner. On est rarement en effet miroir, comme on analyse. Donc il y a une dynamique, il y a des outils, il y a des choses qui sont utilisées, c'est un peu différent. Mais ça peut durer 3 ans. Alors c'est pas 3 ans venant toutes les semaines en se posant sur sa chaise et faire, bon bah voilà, j'ai tel truc. C'est laisser aussi le subconscient faire, mais se dire, je me donne un temps. Et ce temps, ça peut être 3 ans. Temps d'intégration. Une chose peut changer très vite. Imaginez le nombre de personnes qui arrivent à arrêter de cloper en une séance. C'est super. Et le nombre de personnes qui arrivent à faire des compensations sur des trucs qui n'ont rien à voir. Parce que l'intégration, elle ne s'est pas faite. On a enlevé un symptôme, on a enlevé une problématique, mais on n'a pas intégré le comment ça se fait que tu aies vécu ça. Et comment tu fais pour vivre sans. Te dire, ouais, c'est super, maintenant je fume plus, c'est bien. Mais quand tes potes sont en train de fumer ou que tu es au café le matin avec tous tes autres collègues et que toi, tu avais l'habitude de sortir avec eux. Alors au départ, on dit oui, ça va passer, vous inquiétez pas, etc. Mais derrière, la compensation psychique, on la fait comment? Comment elle se développe? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La psyché humaine, c'est pas je te mets un patch et on l'oublie. La psyché humaine est bien plus complexe, elle crée des compensations, des surcompensations. Elle redonne d'autres informations. Et à partir de là, si on n'y fait pas attention, bah, on peut recréer, c'est pas sûr, mais on peut potentiellement recréer un travers, ou une problématique, ou ça peut même éveiller une ancienne problématique qu'on n'a pas gérée. Parce que si je me suis mis à cloper, c'est qu'il y avait une raison. Je prends une raison toute bête, hein. Mon papa clope. Ok. J'ai 13-14 ans, je suis contre papa. Ok, normal. Papa m'a dit de jamais fumer. Mes potes fument. Donc je vais fumer. Parce que comme ça je suis un petit rebelle. En plus je remets en cause l'autorité de papa, la vie est belle. J'arrive, je fume pendant des années. Je vais voir un hypno qui est très bon, hein, qui fait son job. En une séance c'est bon. J'ai fini de cloper. Il m'a mis le patch, tout va bien. Et puis un jour, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, je suis au boulot et mon patron commence à être très injuste, comme l'était mon père.
J'ai fait un bon job, un bon boulot, et j'ai pas de félicitations. Ou il me fait des critiques que je mérite pas, c'est pas juste. Et puis dans la psyché, ça commence à travailler. Puis le patron, il recommence, en deuxième jour, troisième jour. Pas de chance, une mauvaise période pour lui, donc une mauvaise période pour moi. Et puis au bout d'une semaine, un mois, 2 mois, on a ce truc qui dit, je me prendrais bien une clope. On la reprend, puis on y retourne. Pourquoi? Parce que derrière, notre patch, petit à petit, s'est enlevé. Parce que derrière, on n'a pas travaillé ce qui était essentiel, l'injustice. Et là, en plus, très symboliquement, mon patron et mon papa, potentiel, donc notion de pouvoir, quel est mon rapport au pouvoir, etc., etc. Donc petit à petit, on est en train de réimprimer, de réancrer ou de réactiver un ancrage étant une réponse à un stimulus extérieur, d'accord? On est en train de le réactiver. Et à partir de là, pouf, on se remet à fumer. Non pas que l'hypno a fait un mauvais boulot, ça n'a rien à voir. Mais que derrière, tout le monde ne vit pas ça. Mais que, pas de bol, je suis tombé dans la situation qui n'était pas forcément celle qui était positive pour moi. Et donc ça recrée mon schéma automatiquement. Et ce qu'on appelle un pattern, c'est-à-dire un schéma récurrent, un gestalt pour ceux qui font la gestalt thérapie. On recrée ce schéma parce qu'on ne l'a pas géré. Alors c'est cool, hein, on peut avoir tenu 2, 3, 10 ans, 15 ans, pas de problème. Mais derrière, il nous manque quelque chose. Et l'hypnose symptomatique, aujourd'hui, c'est ce qu'on vend parce que ça fait un super business. Sur nos cartes de visite, on met des trucs, ouais, vos phobies en moins d'une séance, une séance pour le tabac, qui peut marcher. Hein. Je ne suis pas du tout en train de critiquer cette notion-là. Hein. Mais juste, c'est une manière de traiter qui n'est pas forcément complète et qui, après, peut créer des compensations. Mais la deuxième manière de faire, qui est donc plus de l'hypnoanalyse, elle est hyper impliquante. Et on n'a pas forcément envie d'être impliqué dans nos thérapies. On n'a pas forcément envie d'être responsable, tout simplement, de ce qui se passe et ce qui arrive. Pourquoi pas, hein, c'est ni bien ni mal, il n'y a pas de jugement du tout. C'est savoir les dynamiques. Si on se dirige en général vers de l'hypnose, la PNL, l'EFT, des thérapies brèves, c'est qu'on n'a pas envie de faire, on a envie que ça aille vite. Moi, souvent, ceux qui veulent arrêter la cigarette sont des hommes, en général des cadres, qui veulent que ça aille vite. Hein. Ils se sont donné 1 mois pour arrêter de fumer, donc, mais c'est parce qu'ils n'ont pas envie de faire autre chose, ils n'ont pas envie de faire thérapie. Si vous parlez de thérapie à la majeure partie des gens qui commencent à aller voir des hypnos, ils vont vous dire « Ah, pas envie. J'ai pas envie de faire thérapie, c'est pour ça que je vais faire de l'hypnose. » Alors déjà, ça réduit notre discipline à pas grand-chose. Parce que, après, on va continuer sans cesse à faire des patchs. Et puis, on répétera toujours les mêmes patchs à tout le monde, parce que ça a marché sur 70% de personnes, donc on se dit que ça peut marcher sur tout le monde. Mais on n'est plus dans une notion thérapeute-patient. D'accord? Donc, vous voyez bien que l'hypnose, ça peut très clairement être intéressant sur du symptomatique. J'ai une peur, j'ai une phobie. C'est sûr que faire de l'analytique sur quelqu'un qui a une phobie de l'avion et qui doit prendre l'avion dans 3 jours, c'est pas très adapté. Donc effectivement, là, mettre le patch pour qu'il aille à son voyage, qu'il vive bien son truc, c'est top. Alors souvent, on leur dit, je vous conseille de continuer avec moi ou avec quelqu'un d'autre pour travailler plus sur le fond. Mais quand on a soigné le truc, la personne ne revient pas. Ou revient plus tard. 1 an, 2 ans plus tard, elle se dit, ça revient un petit peu en ce moment. Ah oui, c'est normal. D'accord? Donc, voyez vraiment, dans l'hypnose, il y a 2 facettes. Les 2 facettes sont pour moi complémentaires, mais très souvent, surtout quand on est patient, on se dit, je vais prendre la facette pour que ça aille vite, et on oublie tout le fond. Quand j'en parle avec des amis psychanalystes, ils disent « Ouais, mais vous voulez aller trop vite sur les choses. » Et ils ont raison, c'est pas en 10 séances. Aux USA, ils vendent l'hypnose hellmanienne, ils disent « Voilà, engagez-vous sur un nombre de séances et sur du résultat. » Ils disent « Voilà, dites 15 séances et 15 séances, c'est bon. » Ou 10 séances, ou 5 séances. Vous imaginez l'engagement de résultat? C'est en gros, estimer que votre psyché, moi, donc là on reprend la toute puissance du thérapeute, c'est moi qui vais la changer. Mais c'est pas respecter votre rythme à vous et le temps d'intégration que vous avez à prendre. Et le temps de mûrir aussi, le subconscient qui a vécu plein de choses, a plein de traumatismes, a toutes nos mémoires depuis qu'on est enfant. On va pas lui imposer, tu penses à autre chose et maintenant on te reprogramme.
C'est souvent l'image que les gens ont de l'hypnose, genre le magicien qui me reprogramme l'esprit. Mais on n'a pas cette baguette magique. Cette baguette magique, c'est vous. C'est vous avec la manière dont vous allez vivre les séances, ce que vous allez mettre sur la table, ce que vous allez vivre, ressentir, comment vous allez répondre aux suggestions. Est-ce que vous avez envie de comprendre et de voir? Vous imaginez bien que souvent, on veut avoir des réponses du pourquoi. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi ça se répète? Alors, en thérapie brève, on a un truc où on s'est dit le pourquoi ça nous saoule. Pourquoi n'est pas une bonne question en thérapie brève, officiellement. Si on reprend Bendler, Grinder, donc fondateur de la PNL, il nous disait, bon, les gens se posent toujours la question pourquoi ça ne va pas, mais c'est pas en sachant pourquoi ça ne va pas qu'on ira mieux. Ils n'ont pas tort. Donc, la PNL, qui est une forme d'hypnose, dit on va travailler sur comment. Comment faire pour que ça aille bien. On oublie pourquoi. Exemple super simple, vous avez une voiture, vous crevez. C'est pas en sachant pourquoi vous allez crever que vous allez pouvoir rouler. Il faut d'abord savoir comment changer le pneu pour recommencer à rouler. Et souvent quand on roule, on ne se pose plus la question de savoir pourquoi ça n'allait pas et pourquoi on a crevé. Mais derrière ça, on oublie aussi une chose toute bête, que notre conscient, il a juste envie d'être logique, analytique. Et que c'est bien aussi. D'ailleurs, on dit bien des prises de conscience, donc des prises de compréhension logique et analytique. Et ça, on l'oublie beaucoup dans l'hypnose de manière générale. On dit, t'as pas besoin de le savoir. Bah si, t'as besoin de le savoir. Et ça te fait du bien. Ça te fait du bien de donner un nom, une image, une forme, une sensation, un souvenir à quelque chose qui a été traumatisant. C'est pas pour autant que c'est nécessaire pour aller mieux, mais pour beaucoup de personnes, poser la question à des personnes qui suivent des thérapies, leur premier truc c'est je veux savoir pourquoi, je veux savoir pourquoi, je veux savoir pourquoi. Je veux donner un nom à cette chose-là. Pourquoi pas? Donc la thérapie brève, si on enlève la PNL, va quand même petit à petit aller sur le pourquoi. Mais pas le pourquoi en un seul mot, le pourquoi. Quelle motivation? Et commencer à chercher les motivations derrière. Et pas le pourquoi de justification. Pourquoi être très en justification? Pourquoi je vis ça? Pourquoi tu as réagi comme ça? Comme si une personne doit justifier avec ce mot pourquoi. Alors les thérapies brèves, on tournait plutôt avec le pourquoi. Pour quelle motivation? Pour quel objectif? Pour quel mouvement? Et dans ce cas-là, on commence à avoir des réponses qui sont intéressantes et qui peuvent permettre d'aller vers d'autres champs et des transformations. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour l'instant? Ok, alors, on continue. Un des points très spécifiques de l'hypnose hellmanienne, c'est les profondeurs de transe. En hypnose ericksonienne, Erickson à un moment écrit genre 5 pages sur le principe de transe profonde, mais il n'en fait jamais... il n'en parle pas des masses, hein. C'est pas son truc, sachant que lui, il était particulièrement doué pour tout ce qui était conversationnel, c'est-à-dire vous mettre en transe les yeux ouverts, ce que moi maintenant j'appelle de la PNL, hein. Même si les Ericksoniens n'aiment pas quand je dis ça, mais pour avoir étudié et la PNL et l'Ericksonien, pour moi, ce qu'on voit aujourd'hui en Ericksonien est terriblement proche de ce qu'on voit en PNL, sachant que la PNL, c'est modélisé sur l'Ericksonien, tout simplement. Donc le conversationnel prouve déjà une chose super extraordinaire, qu'en hypnose on ne dort pas. C'est déjà un super principe que les gens ont du mal à capter. On n'est pas comme ça en mode zombie, on est en train de parler. Donc lui, il avait ce truc génial de recadrer et travailler d'une certaine manière, indirect, donc sans que la personne s'en rende vraiment compte, au travers d'un dialogue, X ou Y, d'accord? Donc lui, les niveaux de transe, il s'en fiche. Il n'a pas envie de savoir où est-ce qu'il en est, vu qu'à partir du moment où il se rend compte que la personne est en transe, et que la transe que la personne vit est exploitable pour une thérapie, ou pour un mieux-être, bah, je vais l'utiliser. Qu'importe où est-ce que tu en es. Si c'est juste tes yeux qui sont comme ça, ou si c'est, je sais pas, moi depuis tout à l'heure, je suis en catalepsie de bras. Vous voyez, mon bras, il bouge pas, il est toujours au même endroit. C'est-à-dire que toute cette partie-là, j'y pense pas. Mais si je commence à y penser, automatiquement, bah,
voulez que je change. D'accord? Donc, ça n'a pas d'importance pour lui. Alors que nous, en hellmanien, c'est super important. Nous, on estime qu'il y a des degrés, en gros des niveaux de transe, des niveaux de profondeur. Profondeur, le terme n'est pas forcément hyper adéquat. On va dire des niveaux. Et que les niveaux nous permettent de savoir où est la personne et quel va être son état de suggestibilité, d'acceptation de nos suggestions et surtout de connexion à lui-même. En gros, est-ce que la transe est juste la communication entre le conscient et le subconscient et équilibrée? Je vous donne une explication. Dans les transes, il peut y avoir une transe très consciente. Très consciente. C'est-à-dire la personne a les yeux ouverts, type en conversationnel en général, on a des transes très conscientes. On peut répondre, on peut parler, on peut réfléchir, on peut cogiter, on peut avoir plein d'éléments qui nous viennent en tête, ce qui n'empêche pas qu'on est en transe. La fameuse transe d'autoroute, je peux être avec un ami à côté de moi, j'ai conscience de parler, et pourtant je suis en train de faire des kilomètres, et ça j'en ai pas forcément hyper conscience. Ma transe d'autoroute, elle est basée sur un point. Et il y en a d'autres qui ont des transes hyper subconscientes. En général, ceux qui tombent comme ça. Et que pendant la séance, on se dit, on touche, ça bouge plus. Ils sont vraiment bien, ils sont hyper détendus. Et en général, c'est des personnes qui ont du mal à nous répondre. Alors moi, vu que je fais beaucoup parler à mes patients, ils détestent ça. En général, ils font, non, je dis tu parles. Donc en ericksonien, ils avaient trouvé un super moyen qui était le signaling. Oui, non, oui, non. Mais moi, je ne peux pas faire une conversation avec un oui, non. Évidemment, ça me fatigue, donc j'ai besoin de parler. Ce qui est très bien, le signaling. Donc, soit si on est dans trop le conscient, soit dans le trop le subconscient, ça veut dire qu'on est en forme de résistance. Je veux gérer au maximum ma transe et donc contrôler absolument tout ce qui va se passer. On sait que donc il y a un problème avec autorité, problématique avec soi, problématique de contrôle, contrôle non contrôle. Après, on a des critères de base. La personne, elle est trop en transe, très subconsciente, c'est-à-dire elle est à peine en train de nous écouter. C'est souvent des personnes qui remontent de transe et qui disent j'ai oublié de ce qui s'est passé. J'étais bien, mais je sais plus. C'est la personne qui, souvent, là je généralise, des personnes qui sont en fuite. Je ne veux pas prendre conscience de la problématique que j'ai. Je ne veux pas que l'information que mon subconscient est en train de me donner, parce que pour une fois il peut parler et je peux l'écouter, moi je ne veux pas l'écouter. Donc je pars très très loin, pour éviter de capter, comprendre et vivre ce qui m'est transmis. D'accord? Donc le but, nous, tant qu'on peut, c'est de créer un équilibre conscient, subconscient, que le dialogue soit juste, pour que nous on ait un feedback, un retour qui soit simple et qu'on puisse vraiment avoir une démarche, une dynamique de thérapie qui soit positive. D'accord? Et pour cela, les hellmaniens ont créé des niveaux, donc qui est niveau trans légère, trans moyenne, trans profonde, trans somnambulique, et après c'est tout ce qu'on appelle SDL et ultra. Je ne vais pas prendre du tout cet exemple-là parce que je trouve qu'il ne veut rien dire à personne. Je vais plutôt vous montrer, Elodie, tu viens, avec Elodie, sachant que cette démonstration est truquée. Elle est super truquée dans le sens où elle me fait super confiance et qu'elle va très très loin, très vite, étant donné que je l'ai formée. Donc elle a l'habitude de ma voix, elle a l'habitude de la manière de fonctionner, etc. D'accord? Donc c'est vraiment important de s'en rendre compte, sinon on va avoir l'impression que j'ai un super pouvoir. Je n'ai pas de super pouvoir, par contre elle part super loin, donc elle a un super pouvoir. D'accord? Ça va? Tu veux jouer? Ok. Alors, là tu vas simplement le mettre en face. Donc la première type de transe, le premier niveau de transe. Ok, regarde ma main. Dors. Hop, détends-toi. Hop, tu restes sur tes pattes, merci. Ok, tu respires profondément. Tu respires, tu redresses ta tête. Ok, tu ouvres tes yeux. Ok, là regardez, premier niveau de transe, bon là elle est beaucoup plus loin déjà, mais c'est souvent ce qu'on appelle les catalepsies mineures. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens qui ont les yeux complètement barrés très loin, elle est en catalepsie mineure, ça bouge quasiment plus. C'est ce qu'ils appellent un niveau 1 dans une des échelles en hypnose. D'accord? La deuxième, c'est catalepsie majeure. Là, elle a conscience plus ou moins de son droit, mais là, elle va monter petit à petit. Hein. Donc, l'idée, imagine un ballon. Ça, c'est un phénomène classique qui nous permet de dire, ok, un groupe
musculaire plus important est en train de vivre un phénomène. Ce que je vous disais tout à l'heure avec le micro. Je peux ne pas bouger du tout, et c'est au moment où je prends conscience que ça commence que j'ai le micro de la même main que je commence à me dire tiens, mon bras est lourd. Là, c'est la même chose. À Décorel, dans sa transe, alors elle a toujours sa catalepsie mineure, plus sa catalepsie majeure. Et c'est ça souvent que vous voyez sur scène, vous voyez quand les mecs ils mettent sur 2 tréteaux et que ça fait un truc bizarre où la personne elle est toute catatonique. C'est juste un niveau 2 en hypnose. D'accord? On va pas faire un essai 3 heures comme ça, respire. On dort. Okay. On dort jamais, mais on utilise beaucoup le mot dormir. Pourquoi? Parce que c'est une forme de relaxation, détente. Ça va? Tu veux continuer? Yes. Bon, le troisième, je l'aime pas, donc je vais pas vous le faire. Et qui est officiellement le troisième niveau de transe, c'est oubli, amnésie. Donc on... non, bon, il le faire. Je me tâtais avec les chiffres, mais que vous voyez beaucoup en hypnose de scène, avec la fameuse notion où la personne fait oublier le prénom de quelqu'un. Ce que moi je trouve pas chouette du tout, perso. Pourquoi? Parce que momentanément, même 30 secondes, 1 minute, on enlève une identité à une personne. Mais ça c'est très personnel. Hein. Donc très rarement je le fais. La notion d'enlever un chiffre ou un nom. Le chiffre